J'espère que vous allez bien. Au titre de cette vidéo, nous allons parler des crises économiques, un sujet très intéressant qui a fait couler beaucoup d'encre dans la littérature économique. Dans un premier temps, nous allons découvrir un certain nombre de généralités sur les crises économiques et on va les amorcer par un cadrage conceptuel. Qu'est-ce qu'on entend par une crise économique? En fait, c'est une dégradation plus ou moins durable de la conjoncture économique dans laquelle la croissance de la production est plus faible que le train de tendance à long terme de la croissance. Quand il s'agit d'un simple ralentissement de l'activité, où la production ne diminue pas forcément, mais croît faiblement, on parle de récession. D'après une définition communément admise, on dit qu'un pays est en récession quand il connaît pendant 2 trimestres consécutifs une baisse du PIB. Quand il s'agit d'une diminution durable de la production, comme lors des grandes crises du 19e siècle ou lors de la période des années 30, on parle de dépression. Elle a souvent pour effet des répercussions sur le niveau des salaires et la valeur du capital, valeur boursière comme les actions et les obligations, provoque des faillites comme celle des banques et du chômage massif, accroît les tendances ou bien les tensions sociales et politiques et peut même avoir des répercussions sanitaires. Au sein de l'histoire économique capitaliste, les crises peuvent se voir comme un élément régulier qui s'inscrit dans un ensemble du cycle économique. C'est une définition tirée du site de l'INSEE voilà, en France. Donc, grosso modo, à partir de ce texte-là, nous pouvons ressortir ou dégager un certain nombre de conclusions capitales. La première, c'est que la crise, c'est la diminution du volume de production. C'est le moment où la machine d'accumulation de richesses s'érode. Elle peut, euh, elle pourrait ou bien elle peut se prolonger dans le temps. Dans ce cas de figure, on parle de dépression. Ou bien elle est limitée dans le temps. Et là, on parle de récession. Bien évidemment, l'histoire de l'économie a connu des crises régulières, mais protéiformes. De 1600 à 1800, le contexte économique de l'époque, c'était le mercantilisme et le système de production était essentiellement agricole. Durant cette période-là, on a eu la première crise financière dans l'histoire qui a touché le prix des tulipes. C'était aux Pays-Bas. On a commencé à spéculer sur les tulipes. Au bout d'un moment, leur valeur s'est effondrée et on a eu la première crise financière dans l'histoire. De 1800 à 1900, là, la révolution industrielle a fait, on va dire, a métamorphosé le système de production et le tissu productif. Donc, c'est l'ère du capitalisme industriel. Qu'est-ce qu'on a eu comme crise? On a eu la surproduction qui s'affiche dans un surinvestissement et donc des tensions déflationnistes. L'exemple le plus problématique ou bien le plus emblématique de cette situation, c'est la crise ferroviaire en 1847. De 1900 à 1945, donc la première moitié du XXe siècle, on parle désormais d'un capitalisme financier et un système monétaire international basé sur l'étalon d'or. À ce moment-là, on a vu pas mal de crises bancaires, comme celle qui a eu lieu en 1907 aux États-Unis, et on a vu comment JP Morgan a sauvé les banques de l'effondrement total. Donc, l'élément qui manifeste ce genre de crise, c'est les paniques bancaires en chaîne et la faillite des banques en série, comme on a vu ça plus tard dans la Grèce, dans la Grande Dépression en 1929. C'est une crise financière, mais qui a conduit à des crises bancaires, d'où ce caractère ou bien cette caractéristique de l'interconnexion entre les crises. Et nous allons développer ça dans une autre vidéo. De 1945 jusqu'à 1971, donc la deuxième moitié du XXe siècle, on parle d'une croissance régulée, c'est l'époque des 30 glorieuses. Pourquoi elle est régulée? Parce que l'État planificateur a eu un rôle très important grâce à la prédominance des idées keynesiennes. Et on a eu aussi un système monétaire international basé sur le dollar
grâce aux accords de Bretton Woods. On a eu durant cette période une crise de change qui a touché pas mal de pays. Et la crise de change, c'est l'effondrement de la valeur ou bien du pouvoir d'achat de la monnaie, ou bien c'est-à-dire que la valeur de la monnaie nationale se déprécie de manière brutale. D'où une balance de paiement déséquilibrée, comme c'était le cas de la livre sterling en 1967. De 1971 jusqu'à 1990, on a eu deux chocs pétroliers, on a eu des crises de l'offre, voilà, qui ont conduit à la stagflation, une inflation mirobolante et un chômage qui devient chronique et très important. On a eu un choc des prix des matières premières voilà, qui se voit dans pas mal de commodités qui sont importantes pour les industries. Voilà, vous connaissez le choc pétrolier de 73 et voilà, provoqué par la guerre de Kippour et celui de 1979 qui est le résultat de la guerre entre l'Irak et l'Iran, deux pays pétroliers. De 1990 jusqu'à 2007, c'est l'ère de la globalisation financière. Donc les crises monétaires sont devenues de plus en plus récurrentes. On parle d'attaques spéculatives, de la fuite de capitaux, comme a pu témoigner la crise asiatique de 1997. De 2007 jusqu'à 2015, on parle d'une voilà, finance globalisée. Les marchés financiers de la planète sont très très connectés. On parle de shadow banking, c'est-à-dire des banques clandestines qui échappent à la visibilité de l'État. On a désormais de facto des crises financières qui deviennent systémiques. Et pourquoi elles deviennent systémiques? À cause d'innovations financières toxiques. L'exemple le plus emblématique de cette situation, c'est la crise des subprimes de 2008. On a transformé les contrats de crédit sur le logement en titres financiers. C'est ce qu'on appelle la titrisation. Et il s'est avéré que ce sont des titres toxiques. Une fois que on a eu l'effondrement du prix de logement, et ben, c'était la catastrophe au niveau du marché financier, au niveau du marché bancaire, au niveau des marchés, du marché de biens et services liés justement au logement, l'immobilier, la construction, les matériaux de construction, et ben, vous pouvez imaginer qu'est-ce que ça a donné et comment ça a ébranlé le monde occidental. De 2015 à 2023, on parle d'une crise qui a secoué les États, c'est l'accumulation de la dette publique, donc c'est la crise de la dette souveraine, la dette devient insoutenable et beaucoup de pays voilà, ont déclaré ou bien ils sont dans l'incapacité de payer leurs engagements à leur échéance, comme c'était le cas pour la Grèce en 2010. Et à partir de 2010, on a, de 2020, pardon, on a eu la pandémie, on a eu des tensions géopolitiques qui s'affichaient dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc, on n'est pas dans une crise, mais dans des crises. Et ce qui est caractéristique de ces crises depuis 2020, c'est que c'était un choc de l'offre et de la demande en même temps. Vous pouvez revenir à toutes les crises qu'on a citées, soit c'est une crise qui touche essentiellement la demande ou l'offre, pas les deux. Mais la crise sanitaire qu'on a eue a provoqué les deux en même temps. Pourquoi une crise de l'offre? Parce que les entreprises ont été obligées de fermer. Et même lorsque ces entreprises ont repris leur activité, eh ben, les perturbations en termes de chaîne de valeur ont continué à influencer négativement l'approvisionnement de ces entreprises, l'accès à un certain nombre de matières premières, les coûts de transport et les coûts logistiques sont devenus très très importants. Donc voilà, c'est un choc de l'offre. Il y a un choc de la demande. Pourquoi? Parce que tout simplement, les ménages, ils ont perdu leur pouvoir d'achat durant cette période parce qu'ils ont été acculés à résidence et ce qui a donné, bien évidemment, la baisse de la demande solvable sur le marché. Donc, les exemples, c'est la COVID-19, la guerre en Ukraine, comme je viens de le citer. Alors, quelle est la différence
la différence entre les crises d'aujourd'hui et les crises d'hier. Avant, les crises étaient simples, locales, sectorielles. Aujourd'hui, les crises sont complexes, globales et systémiques. Avant, les causes de la crise étaient essentiellement économiques. Aujourd'hui, les causes sont multiples, sanitaires, climatiques, géopolitiques. Avant les crises, ou bien avant la réponse aux crises était nationale, isolée. Aujourd'hui, il faut bien entendu une coordination internationale pour pouvoir les dépasser. Je vous remercie pour votre attention.